Salut à toi et bienvenue sur Ciel, mon graphiste, le podcast pour les entrepreneurs et indépendants qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances en communication visuelle. Moi c'est Margot, je suis graphiste illustratrice en freelance depuis bientôt 5 ans. Dans cette émission, je te partage des conseils courts et pratiques pour comprendre les rouages du graphisme et plus globalement, t'aider à gérer toi-même tout ou partie de ta communication. Tu pourras apprendre à optimiser tes outils et supports, à mieux valoriser ton engagement à travers ton univers graphique ou tout simplement gérer ta communication de façon simple et sereine au quotidien. Et comme je crois fermement en une communication et un graphisme responsable, je te partagerai aussi des astuces pour réduire l'impact de ta communication sur l'environnement et l'humain. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Dans cet épisode, on va parler de la création d'un premier logo. Une étape importante qui est un petit peu délicate parce qu'il n'est pas si facile de mettre des mots et des images sur son projet. Je vais te donner des conseils pour gérer sereinement le processus de réflexion autour de ton identité de marque. L'objectif étant qu'au moment de passer à l'étape de création, tes attentes soient plus précises. C'est comme ça que tu pourras créer un logo qui te ressemble et qui servira pleinement les intérêts de ta communication. Tout au long du podcast, on répondra aux questions suivantes. Ai-je besoin d'un logo dès le lancement de mon activité ? Et quelles questions dois-je me poser avant d'entamer le processus de création ? On terminera cet épisode par un exemple qui permettra d'illustrer ce qu'on aura développé en amont. Faut-il avoir un logo quand on démarre une activité ? En tant que graphiste, je devrais sûrement te répondre que oui, bien sûr qu'il le faut, c'est primordial. Au contraire, je préfère affirmer que non, on n'a pas besoin d'un logo au démarrage de son projet indépendant. Parce que déjà, quand on se lance, on est sur tous les fronts. Entre essayer de démêler les histoires de statut juridique, comprendre le fonctionnement de l'URSSAF, rédiger une offre convaincante et repousser son syndrome de l'imposteur pour avoir l'air d'un entrepreneur sûr de soi. Ça te rappelle des souvenirs, hein ? Je force un petit peu le trait, mais c'est juste pour que chacun puisse se remettre dans l'ambiance. On a 1000 choses à faire et le logo n'est pas une priorité à ce moment-là. Alors pas de panique si c'est ton cas. Tu vas voir pourquoi il vaut mieux prendre son temps et retarder un petit peu cette étape. D'abord, parce qu'entre les moments où tu mûris ton projet, où tu le mets en place et où il commence à décoller, il y a parfois des changements majeurs. Parce que tu vas faire des ajustements, tu adaptes ton offre pour qu'elle soit plus précise, plus intéressante. Ton discours aussi va s'affiner petit à petit. Peut-être même que tu décideras de changer de positionnement ou de cible en cours de route. Tu avais pensé à un nom et puis finalement, tu trouves qu'il est pas ouf. Bref, tous les pans de ton activité ne sont pas encore clairement définis. Et c'est tout à fait normal. Rares sont les personnes qui ont lancé un concept qui collait point pour point à leur idée de base. Le projet, il évolue, il s'affine en même temps que tu progresses dans sa mise en œuvre. Et puis bon, un projet entrepreneurial qui ne comprend pas sa part d'aléas, d'imprévus, c'est pas vraiment un projet entrepreneurial. On sait qu'il va y avoir des choses qu'on ne pourra pas maîtriser, et c'est mieux si on peut s'adapter. Du coup, à quoi te servirait d'avoir un logo, de développer une identité sur des fondements flous ? Tu risques d'obtenir un résultat peu pertinent, qui ne te ressemble pas, qui ne représente pas bien, voire pas du tout ton activité, et au final, elle te servira pas à grand chose. Pire, elle pourrait même te desservir. Donc mon premier conseil, c'est de respirer un coup, de te concentrer sur ce dont tu as vraiment besoin pour faire démarrer ton activité. Au risque de reprendre un adage bien connu parmi les indépendants, n'attends pas que tout soit parfait, lance-toi. La deuxième raison qui vaut le coup d'attendre un petit peu avant de créer son logo, elle est plus matérielle, à savoir, est-ce que tu as du temps et de l'argent à y consacrer quand tu démarres ? Et oui, parce que pour faire les choses bien, si on n'a pas les compétences graphiques, on va passer par un prestataire. Et c'est un investissement qui vaut le coup, ça c'est certain. Mais pour autant, est-ce que tu peux te le permettre tout de suite ? Puis quand bien même tu as le budget pour le faire, il n'est pas forcément facile de savoir vers qui se tourner, on n'a pas forcément les clés pour choisir le ou la prestataire qui nous convient quand c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. Sans compter qu'on néglige fois le temps que ça peut demander de créer ou faire créer son identité. Tu vas forcément être impliqué dans le processus de création, donc il vaut mieux avoir de l'énergie et du temps à y consacrer. Ok, donc le premier point, c'est tout simplement de ne pas se lancer tête baissée dans la création de ton logo. À ce stade, tu l'as compris, il s'agit de prioriser tes besoins. Mais alors, comment savoir si tu es prêt ou prête à développer ton identité visuelle ? Pour t'aider à faire le point, il y a un exercice simple que j'appelle le pourquoi. En fait, c'est une adaptation d'une technique de marketing que je détourne un petit peu pour l'appliquer à la communication visuelle. En général, je l'utilise quand je sens qu'un client ou une cliente a un peu perdu dans ce qu'elle souhaite faire ressortir dans son image pro, ou quand je sens qu'elle a vraiment beaucoup de mal à cadrer ses idées. Donc si tu veux sortir un crayon, c'est maintenant, sinon dans tous les cas, cet exercice, il fait aussi l'objet d'un article sur mon blog, donc je te le mettrai en description si tu préfères l'avoir noir sur blanc pour refaire ça tranquillement. À mon sens, pour construire son univers visuel, il s'agit avant tout de connaître la raison d'être de ton activité. Parce que bon, admettons que tu proposes des formations. Tu n'es sûrement pas le ou la seule à le faire. Par contre, les raisons qui t'ont amené à le faire, la manière dont tu le fais,
l'engagement que tu mets dans ton activité, toutes ces choses-là, elles te rendent unique. Et une fois que tu as mis le doigt dessus, tu es prêt à bâtir une identité qui te ressemble. On va donc voir les 4 questions qui permettent d'identifier son pourquoi. La première question, c'est quel problème est-ce que tu résous ? En fait, plutôt que de répondre à la question « qu'est-ce que j'offre ?» pour parler de ton produit ou de tes services, demande-toi plutôt à quel problème tu réponds du point de vue de tes cibles. Parce que finalement, peu importe le type de prestation que tu proposes, ce que tu offres, c'est une solution face à un besoin que tu as identifié. Donc si tu mets des mots précis sur ce problème, tu as déjà fait un grand pas en avant pour clarifier la valeur ajoutée de ton entreprise. Une valeur ajoutée que tu pourras évidemment faire transparaître dans ton identité. La question numéro 2, c'est tout simplement « qui es-tu » ? En fait, ce qu'on cherche, c'est à mettre en avant ton unicité en tant qu'entrepreneur. Ça reprend un petit peu ce que j'évoquais dans l'introduction de l'exercice, en fait. Tu n'es certainement pas là où la seule à faire ce que tu fais. Pour autant, tes qualités intrinsèques, ton parcours, ta personnalité, ton expérience et toutes les connaissances que tu as acquises, elles forment un mix unique qui fait qu'on peut vouloir te choisir toi plutôt qu'un autre. Et tout ça en fonction de ton secteur d'activité, de ce que tu proposes, bien sûr, ça peut être aussi très pertinent de le mettre en avant dans ton image de marque. Donc prends le temps de réfléchir à ton parcours, aux raisons qui t'ont amené à te lancer dans l'aventure entrepreneuriale et à ta vision du métier. Passons à la question 3, qui va dans la continuité de la 2 en fait, c'est comment est-ce que tu travailles ? L'objectif, c'est de mettre des mots sur les valeurs qui t'animent, tes engagements et tes convictions, celles qui font que tu offres tes compétences comme tu le fais. Pour clarifier ce point, on peut prendre un petit exemple concret. Admettons que tu as une boutique de produits zéro déchet pour la maison. Mais en plus de ça, tu optes pour une manière de travailler qui réduit le plus possible les déchets dans ta boutique. Tu choisis des fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs, pareil pour les packaging de tes produits, ou pour la gestion des retours éventuels, même ta communication intègre des principes de communication éco-responsable. Etc., etc. On pourrait imaginer plein de solutions, évidemment. Mais en fait, ce qui va te distinguer, ça va au-delà de ton offre en tant que telle. Mais ça touche peut-être l'organisation même de ton entreprise ou la culture managériale que tu défends. Dans le cas de la boutique zéro déchet, c'est super intéressant pour ta communauté et les gens que tu souhaites toucher. Ça crédibilise ton offre et ça donne plus de sens et de force à ton message. On arrive donc à la 4e et dernière question. Quels sont les bénéficiaires de ton activité ? Je précise que ce qui peut être aussi un quoi, dans le sens où le bénéficiaire final n'est pas forcément une personne, mais ça peut être une espèce animale, un mouvement, des idées, des choses. Donc il faut élargir cette idée de bénéficiaire final parce que finalement, il n'y a peut-être pas que ton client qui bénéficie de ton activité. Par exemple, les fournisseurs avec qui tu travailles ou les personnes que tu emploies peuvent être incluses dans une boucle vertueuse. C'est le cas si par exemple tu fais fabriquer tout ou partie de ton produit par des personnes en voie de réinsertion, ou si ton fournisseur est un petit producteur, artisan ou agriculteur local qui va être payé au juste prix grâce à ta filière. On peut dire que les bénéficiaires englobent parfois plus que la personne qui va acheter, utiliser ou consommer ton produit ou ton service. Et ça, c'est un point qu'il faut évidemment mettre en avant dans ton identité s'il permet de décrire sa raison d'être ou sa particularité par rapport à un concurrent. Donc je résume les 4 questions. Quel problème résous-tu ? Qui es-tu ? Comment travailles-tu ? Et quels sont les bénéficiaires de ton projet ? On arrive à la dernière partie de cet épisode. C'est le moment de te présenter un exemple réel pour donner un petit peu de concret à tout ce qu'on a déroulé ensemble. J'ai choisi un projet que j'aime beaucoup, c'est celui de la Sensei Family. Il s'agit en fait d'un projet lancé en 2019 par Loïc et Thibaut, 2 entrepreneurs engagés qui avaient à cœur d'apporter une aide financière durable et pérenne à des associations environnementales. Pour faire ça, ils ont conçu des produits éco-responsables alternatifs aux produits de grandes marques qui ne répondent pas du tout à ces critères écolos. Leur première marque, ça a été Papa Ootang, une pâte à tartiner sans huile de palme. Et l'association qui bénéficie des recettes commerciales de ce produit, c'est Kalawait, qui lutte pour préserver les forêts indonésiennes des producteurs d'huile de palme, justement, et protéger les animaux qui y vivent. Si ce projet nous intéresse, au-delà du fait que le concept est très chouette, c'est qu'au tout début, Loïc et Thibaut n'avaient pas forcément d'identité visuelle aboutie ou définitive. Mais ça ne les a pas freinés pour autant parce que leur priorité à ce moment-là, c'était de se confronter rapidement à leur audience, de trouver une communauté pour pouvoir faire parler du projet. Communauté qui d'ailleurs s'est impliquée, au point que Loïc et Thibaut ont fait participer les gens en leur demandant leur avis pour bâtir l'identité de marque de Papa Ootang. Par exemple, il y a eu des changements sur la petite mascotte du produit. Bon, je vous le donne en mille, c'est un orang-outan, mais elle a évolué au fil du temps. Pour le packaging aussi, il a été adapté en fonction des points de vente qu'ils avaient mis en place au fur et à mesure, et puis des retours qui avaient été faits sur les préventes. Il y a même eu des votes pour le nom de la marque qui a dû changer à cause d'un grand groupe qui les avait un petit peu emmerdés pour avoir un nom plus différenciant.
ce qui peut se comprendre, parce que clairement, ça ne leur faisait pas de la très bonne publicité. Mais ils ont vraiment, en tout cas, construit et développé leur image de marque avec leur communauté. Ils ont partagé aussi leurs doutes et leurs difficultés durant ce processus. Du coup, ils ont tout gagné parce qu'ils ont pu avancer concrètement leur projet tout en créant un lien de proximité avec leur communauté. Et en plus de ça, l'identité du produit fini, elle matche parfaitement avec leur concept, leurs valeurs et la raison d'être de Papa Outang. D'ailleurs, en parlant de raison d'être, si on veut reprendre l'exercice des 4 pourquoi, on peut dire qu'en appelant leur marque Papa Outang, en choisissant une petite mascotte d'orang-outan, ils ont décidé que la raison d'être, ici, c'était le bénéficiaire final. C'était ça le plus important à retranscrire dans leur identité visuelle. Ils auraient pu mettre en avant le côté produit éco-responsable, leur manière de travailler, qui est éthique et transparente, mais c'était plus intelligent de se démarquer avec leur concept de produit alternatif qui vient supporter une cause plus grande, à savoir ici la protection des forêts, parce que non seulement le message et l'objectif est très clair, mais on en déduit aussi directement que le produit est lui-même éco-friendly. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas d'informer les gens sur tous ces aspects-là, que ce soit sur leur site internet ou les réseaux sociaux. Et je trouvais que c'était un bel exemple pour clôturer ce qu'on avait vu durant cet épisode, et je t'invite, ça t'intéresse évidemment, à visiter leur site, à regarder leurs vidéos, parce que ils sont constamment en train de créer du coup de nouveaux produits, donc tu pourras suivre du coup le processus depuis le début, ce qui est super intéressant. Et évidemment, je te mettrai les liens du coup en description pour les retrouver plus facilement. C'est la fin de ce podcast. Et ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait ou d'avoir le coffret du parfait petit communicant pour aller à la rencontre de ton cœur de cible. Et si tu es impatient de créer ton identité visuelle, réfléchis bien à ton pourquoi. Mets le doigt sur ton unicité et tu vas voir, une fois que tu l'as identifié, tout est plus simple. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, fais-en profiter les autres ou bien partage-moi tes réactions. À bientôt!